2 arrêtés ministériels qui annulent les titres miniers pour de manquement d'exécution de contrats, engagements non tenus par certaines sociétés qui ont vu retirer leur autorisation d'exploitation de sites sans permis de recherche et 21 exploitations de carrières ont été annulées. Alors, qu'en est-il exactement? Pourquoi une annulation de 121 titres miniers? Quelle sera la suite et quelles mesures de l'État pour assainir ce secteur minier très porteur dans l'esprit de refondation? Nous en parlons tout à l'heure avec nos invités. Il s'agit de Lassana Guindo. Il est conseiller technique chargé des mines au ministère des Mines. Bonsoir, Monsieur Guindo. Bonsoir, madame. De Mahamadou Kamara, il est le chef de la Direction nationale de la géologie et des mines. Bonsoir, Monsieur Kamara. Bonsoir, madame. Et de Bourema Sissé, lui, il est secrétaire permanent par intérim de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Bonsoir, Monsieur Sissé. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous sur ce plateau. L'État du Mali, aujourd'hui, dans une logique de refondation, a engagé des réformes pour le secteur minier pour qu'il soit plus rentable et plus profitable aux Maliens. Parmi ces réformes, un nouveau code minier et la loi relative au contenu local, des mesures pour faire donc du secteur minier le socle de développement. Cela après un audit du secteur minier, bien sûr. Je vais me tourner vers M. Guindo, conseiller technique au niveau du ministère des Mines. D'abord, que dit la mesure d'annulation à travers les arrêtés ministériels et quelles sont les sociétés concernées? Merci, madame. Vous l'avez dit que cette annulation survient à la suite de l'audit. Mais pour ce qui concerne les motifs d'annulation, ces arrêtés ont été pris à la suite du non-respect des obligations que les sociétés auxquelles les sociétés minières avaient souscrit dans les conventions qu'elles-mêmes avaient signées. Donc c'est à la suite du non-respect de ces différentes obligations que ces arrêtés sont intervenus. Comme mesure, comme obligation des sociétés, vous savez que quand vous venez pour vous inscrire dans la recherche dans le secteur minier, le code minier prévoit qu'il y a une convention d'établissement qui est signée entre les parties. Et dans cette convention, il y a beaucoup de dispositions, beaucoup de stipulations qui font référence au respect. Il y a les droits des sociétés et il y a également les obligations que les sociétés doivent. Quand ces obligations ne sont pas remplies, la loi dispose que vraiment nous pouvons aller vers l'annulation pure et simple. Il y a ces annulations ont été faites conformément au code minier en vigueur. Que ce soit les substances, les sociétés de recherche minière ou que ce soit les sociétés dans le cadre vraiment de l'exploitation des carrières industrielles. Alors, quelles sont les sociétés concernées aujourd'hui? On a vu que c'est beaucoup de sociétés. On peut avoir une idée? C'est une centaine de sociétés de permis qui ont été annulés dans le cadre des substances de mine, une vingtaine par rapport aux substances de carrière. Donc chaque permis constitue une société, donc on peut dire que nous sommes à une centaine de sociétés minières. D'accord. Monsieur Kamara, vous êtes de la Direction nationale de la géologie. C'est vous qui vous occupez généralement de la gestion de ces cas-là, de ces permis-là. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché entre l'État du Mali et les sociétés qui ont vu leur contrat annulé aujourd'hui? Quelles sont les raisons de ces annulations? Merci madame. Je pense que dans le cadre de l'assainissement du cadastre évoqué, les cadastres étant l'ensemble des registres, y compris effectivement les systèmes d'information, de représentation cartographique et les documents annexes, donc qui comprennent le nom des sociétés, la représentation géographique et même les titulaires. Donc c'est dans le cadre de l'assainissement de ce cadastre que effectivement ces annulations sont intervenues. Les annulations sont intervenues à la suite de quoi? Juste après l'arrivée effectivement des prises d'autorité. Donc il a été question dans un premier temps effectivement de suspendre les attributions de titres et les renouvellements, y compris les cessions.
Donc, ceci étant, la suite était quoi? De faire un audit qui a abouti à effectivement un nouveau code minier avec son décret d'application qui date de juillet 2024. Donc c'est à la suite de ça que effectivement le ministre des Mines a jugé nécessaire de faire un communiqué de presse pour que les sociétés minières, les détenteurs d'autorisation d'exploitation et les titulaires de titres miniers puissent déposer au niveau de la Direction nationale de la géologie et des mines effectivement des documents administratifs. Et ces documents administratifs c'était en format papier, en format électronique. Donc ça c'est la première démarche qui a été faite. Donc c'est le communiqué de presse qui a été dans un premier temps le 26 juillet, je me rappelle bien, le 26 juillet 2024, et ensuite qui a été repris en septembre 2024 de la même année. Donc il y a plusieurs sociétés qui ne se sont pas exécutées par rapport à ce communiqué de presse. Et là vraiment ça c'est pour voir qui est réellement telle ou telle société, qui est réellement derrière tel permis de recherche. Donc à la suite de ça, je pense qu'on avait un certain nombre de détenteurs et de titulaires de titres qui ne s'étaient pas manifestés. Et donc ça c'était le premier point de départ. Donc ceux qui ne se sont pas manifestés figurent sur la liste, ils ont vu leur contrat annulé. Effectivement, donc ça c'était l'un des premiers motifs. Le premier motif d'ailleurs quand vous... D'annulation. Donc qui est survenu le 13 octobre que vous avez vu avec nous. Ils font partie des 100 ou bien ça a été fait au préalable? Ils font partie des 100. Parce que... après avoir recensé tous ceux qui n'avaient pas déposé, ce qui veut dire que ces sociétés-là étaient des sociétés, on peut dire, entre guillemets, fictives. Donc ça c'était les premiers motifs d'annulation. Fictifs dans quel sens? Oui, en fait quand on dit de déposer des dossiers vous concernant et vous n'arrivez pas à déposer, dans un premier temps un communiqué de presse a été lancé en juillet 2024 et ensuite prorogé en septembre 2024. Les sociétés certaines ne sont pas manifestées, donc ce qui veut dire que alors le constat est vite fait. Voilà, donc ça c'était le premier motif de l'annulation de ces titres et autorisations. Et quels sont les autres manquements qui ont été décelés? Oui, les autres manquements qui ont été décelés, la convention d'établissement signée entre les sociétés minières et l'État du Mali. Voilà, donc c'est des engagements qui sont là. Donc s'il y a manquement par rapport à ces engagements de la part de la société, donc il va de droit que l'État essaie de voir pourquoi alors la société ne s'est pas exécutée par rapport à ça. Donc ceci dit, nous pouvons parler effectivement de dépôt des rapports d'activité que la société en phase de recherche doit déposer de façon trimestrielle. Et nous avons également le déficit compensatoire qui également fait partie de ces motifs-là, le non-paiement du déficit compensatoire, parce que quand vous regardez les conventions de 2012 et les conventions de 2019, donc il est bel et bien noté dans l'article 6 alinéa 9 pour le code de 2012 et l'article 7 alinéa 9 pour le code de 2019 qui parle explicitement du déficit compensatoire. Le déficit compensatoire c'est quoi? C'est les dépenses prévues. La différence entre les dépenses prévues et les dépenses effectivement réalisées par la société pour les 3 années de la convention qui est signée entre la société et l'État du Mali. Donc il y a des sociétés qui n'ont pas pu satisfaire à ce niveau. Oui, effectivement. Donc ça aussi, on peut dire que ça c'est le deuxième motif. Par rapport à ces annulations. Donc maintenant, l'autre motif qui est le non-dépôt des rapports d'activité et le non-paiement des taxes superficielles ou des redevances superficielles. Voilà, ceci sont également des motifs, ça fait partie des obligations des sociétés. Quand vous aviez une concession
Alors, annuellement, vous devez payer une redevance. Et quand ce n'est pas déposé, alors donc, on fait une lettre de mise en demeure. La lettre de mise en demeure concerne non seulement les dépôts, les non-dépôts de rapport d'activité trimestrielle, le fait de ne pas payer les taxes superficielles ou les redevances superficielles. Donc il y a une lettre de mise en demeure qui est envoyée à ces différentes sociétés pour qu'elles s'acquittent de ces obligations-là. Donc quand une lettre de mise en demeure est sans effet, alors donc on met comme motif d'annulation du titre que la société. D'accord, on va faire réagir M. Cissé de l'ITIE. L'ITIE aujourd'hui, l'État est engagé dans la refondation aujourd'hui, dans l'assainissement de ce secteur. Dites-nous par quel acte ça se manifeste concrètement. Merci beaucoup, madame. Alors nous, ça nous réconforte dans notre position parce que dans le cadre des rapports annuels que nous publions, nous avons effectivement alerté sur ces irrégularités, ces manquements au niveau du cadastre minier. Les rapports portant sur les années fiscales 2021 et 2022 que nous avons publiés avant la mesure suspensive de la délivrance, du renouvellement et même de la cession des titres avaient bien effectivement évoqué ces anomalies. Et pour le rapport 2021, nous avons noté en son temps 700 titres miniers. Et sur les 700, il y a eu 360 titres octroyés rien que pour l'année 2021. Pour l'année 2022, sur 1070 titres, il y a eu 251 titres octroyés rien que pour l'année 2022. Et la majorité a concerné des permis de recherche. Alors là, ça nous a poussé à faire une vérification de conformité à travers le choix d'un échantillon, parce qu'il était très difficile de faire cette analyse sur tous ces titres miniers. Et cet échantillon a porté sur une vingtaine de titres et nous avons effectivement remarqué des manquements. Des manquements d'abord par rapport aux critères techniques et financiers. Beaucoup de sociétés étaient détentrices des titres miniers sans pour autant avoir les capacités techniques et financières. Nous avons lancé l'alerte pour dire alors, attention, on a donné des titres à des gens qui ne sont pas en mesure, en tout cas, de faire soit les travaux de recherche, ou bien en tout cas, dans le cadre des carrières également, en tout cas, de faire l'exploitation. Ce constat a été fait au bout de combien de temps? Et ça portait sur 2 années fiscales. En fait, ça portait sur l'année 2021 et ça portait sur l'année 2022. Je dis de la période du 1er janvier au mois de novembre 2022, on a octroyé 251 titres miniers. Et sur ces 250, il y a une centaine qui a concerné les permis de recherche. Quand nous avons mené cette vérification de conformité, je dis on a décelé des irrégularités, surtout liées au fait que certaines sociétés ont des permis mais qui ne respectent pas les critères techniques et financiers. Comme vous savez, on ne doit pas donner des permis à des gens qui ne sont pas en mesure ou qui n'ont pas les moyens en tout cas de faire la recherche ou de faire l'exploitation. Donc on a remarqué ces anomalies et nous avons alerté. Aujourd'hui, ça nous réconforte dans notre position. Pour assainir, pour moi, il faut faire ce toilettage. D'abord, à un moment donné, au niveau du cadastre, on avait du mal à avoir la situation exacte de la situation valide des titres miniers en République du Mali. Et ensuite, tous ces titres, on dit que c'est des titres actifs, mais en réalité, c'est des titres qui travaillent. Donc, il faut faire ce toilettage. Et vous savez que les cadastres sont des outils, en tout cas, sont la porte d'entrée pour une bonne gouvernance dans le secteur extractif. Donc, ça consiste à faire ce toilettage et à retirer tous les permis miniers qui ne sont pas en conformité vis-à-vis de la réglementation minière et à garder les titres miniers qui sont en règle. Et ce toilettage, vous le faites comment? Vous passez par des enquêtes? Quelle est la stratégie adoptée? Ça fait combien de temps que l'État est dans cette logique? En 2022, l'État a lancé un audit. Et l'audit consiste effectivement à assainir le secteur extractif au sens plus large.
Après cet audit, il y a eu la mesure suspensive. Et cette mesure suspensive, elle est intervenue juste pour avoir, en tout cas, un regard, un aperçu sur ce cadastre. Comme je l'ai dit, il y a eu cet audit qu'il a dit. Et nous, au niveau de nos rapports, nous avons fait le constat et nous avons même adressé une recommandation vis-à-vis du gouvernement. Et cet assainissement, il va au-delà même du cadastre. Il faut prendre d'autres mesures. Parce qu'il faut vérifier effectivement si tous les engagements pris ont été respectés. M. Camara a évoqué les engagements financiers. Il y a des engagements environnementaux, il y a des engagements, d'autres engagements que les sociétés doivent respecter. Et maintenant, nous avons adressé la recommandation. Et nous voyons effectivement qu'il est en train d'être exécuté. Et nous osons espérer que nous aurons un cadastre minier plus transparent, plus équitable et qui va donner la confiance aux investisseurs. Parce que quand le cadastre est assaini, on sait que les permis sont donnés à des gens qui sont capables, qui ont les moyens de réaliser des investissements dans ce secteur. Ça rassure tout le monde. D'accord. Qui octroie les permis et les autres autorisations? Qui les octroie? C'est l'administration minière. Vous avez des compétences qui sont dédiées à toute une chaîne. Et au niveau de la DNGM, ça se déclenche. Et conformément au nouveau code, je crois que ça implique une certaine inclusivité au niveau ministériel et même au niveau de la présidence et au niveau gouvernemental. D'accord. Monsieur Guindo, monsieur le ministre parlait de marché noir sur le plateau du journal l'autre jour. Qui alimente ce marché noir? Qui sont les commerçants à ce niveau et quels sont les clients? Okay. Merci madame. Vous savez que le secteur minier, c'est le secteur où il y a le plus de spéculation. Malgré que c'est un secteur à risque, il y a, dans le domaine de la recherche, en un moment, on a été ouvert à attribuer les titres miniers aux nationaux. Les nationaux, c'est des Maliens. Mais nous sommes vite revenus sur cette position parce que, compte tenu du grand risque du secteur, nous avons vu que les nationaux n'avaient pas les capacités techniques et financières nécessaires. Donc cela a beaucoup alimenté la spéculation. Donc la plupart des spéculations, c'est des gens qui détiennent des titres miniers, qui n'ont pas les capacités nécessaires pour exécuter les programmes d'activité et qui cherchent vraiment des partenaires à qui ils cèdent le permis. Dans leur jargon, ils vendent vraiment ces permis. Ce jargon, vendre un permis n'existe pas dans le langage vraiment du secteur minier. Soit il peut y avoir une cession, ou bien une cession ou un transfert. C'est là qui se passe. Mais on a vu que ces derniers temps, je peux dire que ces dernières 10 années, il y a eu quand même un système de spéculation qui s'est bien développé, et que c'est à cela que le ministre faisait allusion, marché noir. C'est des gens qui détiennent des titres miniers, qui n'ont aucune capacité pour pouvoir mener les activités, à remplir leurs obligations contractuelles, et par finir, ces titres miniers se retrouvent dans les mains d'autres partenaires, plutôt des étrangers. Pas des nationaux, ça passe des mains des nationaux vers vraiment ces étrangers. Mais l'État n'a pas de garde-fou à ce niveau pour contrer cela? Il y a des garde-fous. Le code minier que dont nous disposons, tous les codes miniers mettent en place des garde-fous par rapport à pour éviter vraiment cette spéculation. Vous savez qu'il y a une longue chaîne quand même dans toutes ces attributions. De l'attribution des titres miniers à la cession, il y a une longue chaîne. Il y a le service central qui est la Direction nationale de la géologie et des mines qui reçoit les demandes et quand même qui fait un traitement technique. Ensuite, les dossiers sont remontés au niveau du ministre. Nous, les conseillers, nous regardons si les obligations sont toujours remplies. C'est au niveau de certaines chaînes, il y a des failles qui se passent et vraiment certaines personnes passent par les trappes. Sinon, le code minier, son décret d'application, il y a dispose de garde-fous quand même pour éviter ces spéculations. Mais qui veille au grain pour que ces garde-fous soient respectés? Je crois qu'il y a quelque chose quand même qui nous a beaucoup manqué et cela nous a même amené à aller vers une restructuration de la Direction nationale de la géologie et des mines. Il y a l'audit qui a été fait
qui a décelé des manquements. Même également, l'institutionnel également, il y a des insuffisances à ce niveau. Dans beaucoup de pays de la sous-région, nous voyons que, parce que la DNGM est le service qui s'occupe de la recherche minière, et de l'attribution des titres miniers et du contrôle. On a l'impression qu'on fait le juge de parti. Donc il va falloir qu'il y ait une différenciation quand même des missions à certains niveaux pour qu'il y ait assurer vraiment le contrôle, le suivi et le contrôle des titres miniers sur le terrain. D'accord. Monsieur Camara, dites-nous, vous êtes de la DNGM, c'est vous qui octroyez ces titres. C'est un processus, c'est vrai. Et comment des manquements comme ça peuvent arriver dans la chaîne? Les demandes sont déposées au niveau de la DNGM. Donc, après avoir vérifié les documents, au niveau de la division études et législation, et après avoir vérifié en son temps la convention d'établissement, donc qui était soumise effectivement à une étude chez nous. Et le dossier, quand la convention d'établissement est validée par la commission qui siège au niveau de la DNGM, donc le dossier remonte au niveau du ministère, donc pour la signature effectivement de la convention. Et c'est après cette signature que l'arrêté d'attribution était signé par monsieur le ministre des Mines. Voilà. Donc les instructions se font au niveau de la DNGM, mais les signatures se font au niveau du ministère. On va donc aborder à présent les mécanismes d'attribution, de retrait et d'annulation des titres. Je vais rester avec vous, monsieur Camara de la DNGM. Quels sont les critères d'attribution des titres miniers? À qui sont donnés ces titres et avec quel engagement? Oui, les titres miniers sont donnés à des personnes morales et des personnes physiques, suivant effectivement la capacité que ces personnes peuvent tenir les titres. Nous avons parlé de capacités techniques et financières. Donc, à partir de l'étude de ces capacités techniques et financières, la personne peut effectivement obtenir en bonne et due forme une concession, à commencer par l'autorisation d'exploration, qui, avec le nouveau code, est attribué par le ministre des Mines et qui peut évoluer en permis de recherche. Des permis de recherche aussi qui peut évoluer en permis d'exploitation en petite ou en grande. Donc tout ça c'est par rapport à la capacité technique et financière. Je pense que tout repose sur ces aspects. Les capacités techniques et financières sont évaluées comment? Oui, les capacités techniques et financières, nous, au niveau de la DNGM, nous avons beaucoup travaillé sur un canevas qui peut cadrer effectivement ces capacités techniques et financières. Qui vous permet d'évaluer ces capacités. D'évaluer. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, alors donc avec la situation que nous vivons, nous nous sommes rendus compte que effectivement ces capacités qui nous parvenaient, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement ces capacités techniques et financières effectivement n'étaient pas des capacités dignes de ces noms. Parce que on se fiait effectivement de ces documents qui nous parvenaient, voilà, des documents qui pouvaient être signés par une autre société partenaire qui s'engageait à financer effectivement les activités de la société qui est en voie de création. Donc, ouais. Monsieur Cissé, vous qui êtes de l'ITIE, dites-nous quels sont les engagements auxquels parviennent les deux parties, l'État et les sociétés, même si on ne cite pas tous les engagements, quelques engagements phares que l'on peut retenir. En termes d'engagement, le détenteur de titres miniers doit déposer un rapport d'activité. Lequel rapport, s'il n'est pas déposé, ça constitue un manquement.
Elle s'engage également à payer des impôts et des taxes à l'État. C'est aussi un engagement. Et au niveau de la DNGM, les droits fixes, à chaque fois, on ne peut pas vous délivrer un titre minier sans que vous payiez, en tout cas, cette autorisation de délivrance. Vous payez d'autres taxes, comme la taxe de superficie, la redevance superficielle, vous devez la payer. Et ensuite, des engagements sur l'environnement, parce que vous travaillez sur un secteur qui demande aussi une certaine responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Si, par exemple, vous êtes en contact avec l'écosystème et que vous le détériorez, il faut prendre des engagements pour restaurer cet environnement dans son état initial. Ça, c'est autant d'engagements que les sociétés ont pris et qui doivent être respectés. Et ensuite, d'autres engagements sur le plan social, en termes d'appui aux communautés, le développement communautaire et l'interdiction du travail des enfants. Comprenez, vous ne devez pas utiliser, vous ne devez pas employer les enfants mineurs donc sur ce site-là. Donc tout ça, ce sont des engagements que vous devez effectivement respecter lorsqu'on vous octroie un permis. Donc ces engagements sont ceux du nouveau code minier? Et ces engagements sont dans tous les codes, mais peut-être renforcés par le nouveau code qui a été adopté en août 2023. Et on a cité, c'est des engagements qui ont été renforcés. Par exemple, on ne peut pas vous délivrer un titre minier si vous n'allez pas décliner votre identité. Je crois que les ministres parlaient l'autre jour de la déclaration des bénéficiaires effectifs. On ne peut pas aujourd'hui vous délivrer un titre si réellement on ne sait pas qui vous êtes en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie d'identifier qui sont derrière les investissements et qui contrôlent ces sociétés en fait. Vous avez une capacité de l'évaluer? Nous avons des capacités parce que quand il y a un canevas, il y a des informations obligatoires qu'il faut divulguer à la matière. Quand on dit bénéficiaire effectif, il ne s'agit pas de la personne morale, mais il s'agit de la personne physique. Il s'agit des informations comme les noms et les prénoms, la nationalité, les pays de résidence. Donc ça, c'est des informations, lorsque vous les divulguez, directement, ça permet de révéler votre identité. D'accord. Alors, M. Guindo, on parle de différents titres. Hein. On parle de permis de recherche, on parle en même temps de permis d'exploitation de carrière industrielle. Quelle est la différence entre les titres miniers? Ok. Dans la législation minière malienne, on a deux régimes. Le régime des mines, ça consiste des substances minérales, telles que l'or, le fer, le lithium, tout ça c'est consigné, c'est dans le domaine des substances minérales. Les carrières, c'est les matériaux de construction, c'est dans le régime des carrières. Donc la différence, c'est que ce n'est pas le même type de substances. Il y a les substances de carrière et il y a les substances de mine. Donc l'annulation par rapport aux substances de mine, ça a concerné les permis de recherche. Et concernant le domaine des carrières, c'est surtout les autorisations d'exploitation de carrières industrielles. D'accord. Donc c'est cette différence qu'il y a entre les deux. Exactement. Et quels sont les critères d'attribution des permis de recherche et les permis d'exploitation? C'est différent. C'est différent. Je crois que le premier critère d'abord, c'est avoir la capacité, avoir l'argent, l'investissement nécessaire pour pouvoir exécuter l'activité et avoir la technicité. Donc c'est ces deux réunis qui constituent quand même le premier critère d'attribution d'un permis de recherche. Autant vraiment, cela équivaut également pour les autorisations d'exploitation de carrière. D'accord. Monsieur Camara, en cas de manquement de ces clauses-là du contrat, on parle soit de retrait ou d'annulation. D'abord, parlons de retrait. Quand est-ce que le retrait des permis intervient? Oui, madame, vous allez me permettre de voir le passage qui est bien consigné dans la loi 040 portant code minier
en République du Mali. Le titre 14 traite de retrait ou l'annulation des titres miniers et autorisations. Voilà, donc quand vous prenez le chapitre premier de ces titres-là, c'est ce titre 14, donc c'est le chapitre 1 évoque effectivement le retrait des titres miniers et autorisations. Donc l'article 24 pour les titres de recherche, tout permis de recherche peut faire l'objet de retrait par décret après une mise en demeure du ministre chargé des mines, non suivi des faits dans un délai de 3 mois. Donc après une mise en demeure adressée à la société dans un délai de 3 mois, alors le retrait peut intervenir à la suite de la non-exécution de la société par cette mise en demeure. Donc le retrait, c'est comme si c'est un avertissement. Un avertissement. Et l'annulation intervient après. L'annulation est le dernier ressort. D'accord. Voilà. Je vais me tourner vers M. Guindo, peut-être avoir une explication à ce niveau. Quand est-ce que le retrait intervient et quand est-ce que l'annulation intervient? Ok, merci madame. Le retrait, il était dans le code antérieur, il est traité seulement dans le code minier de 2099. Le code minier de 99, il n'existait pas dans le code de 2012 ni 2019. Nous l'avons repris dans le code minier de 2023. Le retrait, généralement, il intervient quand une société accidentellement fait quelque chose sur le terrain, n'a pas pu respecter une obligation due vraiment à une cause accidentelle. On demande à la société de rétablir. Par exemple, il peut y avoir un incident environnemental. Donc, l'administration minière peut saisir cette société pour la remise en état vraiment par rapport à ce problème environnemental. Et si cela n'est pas fait, on peut retirer son permis. Ça veut dire que le permis n'est pas annulé. Dès que la société remplit ses engagements, on remet le permis à sa place. Quant à l'annulation, c'est quand il ne peut pas avoir de réparation. La société, par exemple, il a dit que des détenteurs de permis de recherche qui s'adonnent à des activités d'exploitation. Dans ce cas, il n'y a aucune réparation. C'est l'annulation directe. Voilà la différence entre le retrait et l'annulation. Le retrait, ça veut dire que toujours on peut réparer la situation et le détenteur peut bénéficier de son permis. Le retrait peut être interprété comme un avertissement. Voilà, un avertissement. Mais sa finalité, si l'avertissement n'est pas honoré, donc ça conduit à l'annulation. Ça conduit à l'annulation. D'accord. Oui. Donc il y a des sociétés qui s'étaient engagées à faire des recherches, mais qui sont allées faire une autre exploitation. Oui, aujourd'hui ce cas existe dans le cadre de l'exploitation illégale. D'ailleurs, c'est des permis de ce genre, des sociétés qui existent dans la liste. Il y a des sociétés de ce genre qui détiennent des permis de recherche, mais qu'on a vu sur le terrain, les suivis et les contrôles sur le terrain ont vu que ces sociétés s'adonnaient à l'exploitation. Ça, c'est comme du vol. C'est comme si vous êtes en train de voler la substance minérale du pays, que vous ne déclarez à personne. L'État perd, donc c'est une annulation directe sans même une mise en demeure. La mise en demeure, ça veut dire qu'on vous avertit. Vous avez tel délai pour réparer vraiment une situation. Mais dans ce cas d'exploitation illégale, il n'y a même pas de l'aide de mise en demeure. D'accord. Alors, M. Cissé, quels ont été les mécanismes mis en place par l'État pour pouvoir déceler ces fraudes-là aujourd'hui et y mettre fin? Alors, il y a eu plusieurs mécanismes. D'abord, l'audit du secteur minier l'a révélé. Vous savez, quand l'audit a été déclenché en février 2022, on a conseillé de suspendre la délivrance, les renouvellements et même les transferts de titres. Donc je crois que l'audit d'abord c'est un mécanisme de détection. Ensuite, les missions de suivi. Le directeur Guindo parlait tout de suite des missions de suivi, des missions de contrôle effectuées par l'administration minière. L'administration minière est présente sur le terrain, constate, documente, envoie les rapports à qui des droits. Et je crois que là aussi, c'est un mécanisme de détection de ces irrégularités. Donc, en plus de l'audit, il y a les missions de vérification, il y a les missions de contrôle, les missions de suivi sur le terrain. Monsieur Guindo, après l'audit, l'État avait décidé
de ne plus octroyer de contrats. Est-ce qu'il y a eu des contrats qui ont été scellés après? Il n'y a pas eu de contrat. La suspension, pendant la période de suspension, il n'y a pas eu de contrat scellé. Seulement, il y a eu quand même... on a accédé à quelques transactions. C'était dû au fait que l'État avait signé des protocoles d'accord avec certaines sociétés. Vous savez que après l'audit, on a eu des discussions avec les sociétés qu'on a appelées renégociation et négociation des contrats miniers. Donc l'État a signé avec ces différentes sociétés des protocoles d'accord. Donc ces protocoles d'accord nous obligeaient, on s'était engagé par rapport à délivrer des titres miniers, à accéder vraiment aux demandes de certaines sociétés. Donc c'est ce qui nous a amené seulement pour les sociétés avec lesquelles on a signé des protocoles à accéder à leurs demandes. Et surtout, c'était des renouvellements de permis de recherche. C'était au nom de 2 sociétés. D'accord. Sinon, pour tout le reste, c'était suspendu. D'accord. Alors, Monsieur Camara, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Seulement dire que la suspension, elle était d'abord la première étape. L'audit est intervenu après. D'accord. C'est quand l'audit est intervenu après qu'à la suite de l'audit, nous avons eu effectivement les codes miniers qui ont été mis en place. Donc juste après, nous avons eu une levée partielle par rapport à ces suspensions. Ça c'était en mars de cette année, mars 2025, qui le conseiller Guindo en parlait tout de suite, c'est-à-dire les renouvellements ne faisaient plus partie de la suspension. Donc les renouvellements sont aujourd'hui des activités qui sont en cours au niveau de la DNGM et qui effectivement vont remonter au niveau du ministère pour... Les renouvellements des contrats? Les renouvellements des contrats, c'est-à-dire que les renouvellements des titres miniers. Quand vous évoquez contrat, donc ça veut dire quand vous avez un permis de recherche, le permis de recherche a une validité de 3 ans. Donc il est renouvelable 2 fois, et chaque renouvellement fait 3 ans. Donc nous sommes pour actuellement les renouvellements de premier ordre, les renouvellements de deuxième ordre. Donc premier renouvellement, deuxième renouvellement qui sont en cours actuellement. Mais toujours est-il que les nouveaux contrats ne sont pas encore scellés. C'est-à-dire qu'il y a suspension jusqu'ici par rapport aux nouvelles attributions de titres miniers. Alors, quels sont les fondements juridiques de cette mesure d'annulation? Bon, les fondements juridiques, je ne suis pas juriste, mais toujours est-il que nous voyons de notre côté un assainissement du secteur, c'est-à-dire nettoyer les cadastres et répartir sur de bonnes bases, parce que les cadastres n'étaient pas logés au Mali, donc ce n'était pas fait par nous, c'était fait par d'autres pays pour nous. Mais aujourd'hui, nous voulons que les cadastres qui seront mis en place doivent être faits par nous, Maliens, et donc pilotés uniquement par nous, Maliens. On va s'intéresser maintenant aux avantages de la mesure. Monsieur Cissé, qu'est-ce que ces annulations vont procurer au Mali en termes d'avantages sur le plan économique? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, sur le plan économique, moi, je trouve que c'est le fait d'avoir annulé ces titres nous ramène sur de bonnes bases. Et ces bonnes bases sont quoi? On sera en mesure d'attribuer ces titres-là à des gens capables. Et si ce sont des gens capables qui présentent des capacités techniques et financières, ça donne des recettes aussi à l'État. Parce que ces titres qui étaient inactifs, l'État perdait énormément d'argent. Donc si c'est un titre aujourd'hui qui est délivré conformément à la réglementation en vigueur, en respectant bien sûr, moi j'insiste beaucoup là-dessus, les critères techniques et financiers, ça donne des recettes à l'État. Du point de vue juridique,
ça assure aussi une certaine sécurité voilà, pour l'investisseur. Là, si réellement on attribue aussi ces titres à des gens capables, à des gens qui effectivement présentent des meilleurs programmes qui peuvent lever des fonds, je crois que ça donne aussi une sécurité juridique à l'investisseur. L'autre avantage, c'est que ça permet de répondre à cette volonté d'aller vers la diversification. Et c'est permis, ça ne concerne pas que l'or. À un moment, le gouvernement est dans la logique de diversifier les ressources minérales. Il faut qu'on sorte de cette monoproduction de l'or. Et si effectivement des permis de recherche concernent par exemple le lithium, le fer, le manganèse, ça permet aussi d'attribuer de nouveaux titres, en tout cas pour mieux matérialiser cette volonté d'aller vers une diversification. Donc moi, c'est autant d'avantages effectivement que je vois donc pour cette mesure. Monsieur Guindo, vous êtes dans cette logique de diversification du secteur minier pour qu'on ne s'arrête pas à l'or seulement? Oui, exactement. Ça, c'est depuis plus de 20 ans, nous sommes quand même dans... nous avons la volonté d'aller vers la diversification, mais cela est conditionné à beaucoup de facteurs. Ça peut être le marché, et ça peut être également la disponibilité, l'état de la recherche aussi, et qui nous amène vraiment vers la disponibilité des substances minérales. Mais je voudrais quand même un peu revenir sur un peu les avantages de cette annulation. Oui, allez-y. Vous savez que l'annulation de ces titres peut avoir beaucoup d'avantages pour l'État. D'abord, ça facilite la gestion au niveau de la Direction nationale de la géologie et des mines. Sur 600 titres peut-être qui existent aujourd'hui, on vient quand même d'annuler une centaine qui ne respectaient pas vraiment leurs engagements. Et ça permettra réellement d'attribuer ces titres à des véritables investisseurs, les gens qui ont les moyens. Et ça nous permettra de découvrir des mines, de renouveler vraiment les ressources exploitables. Nos gisements d'or aujourd'hui les réserves sont en train de diminuer, et c'est à travers la recherche qu'on peut reconstituer ces gisements et découvrir d'autres substances minérales telles que le fer, le lithium. Le Mali est en train de devenir un grand pays de producteurs de lithium. C'est la recherche qui nous permet vraiment d'aller vers cela. Et ces titres étaient gelés. Et c'est des gens qui étaient là, ils avaient une vision de spéculation. Donc ça nous empêchait réellement d'aller vers atteindre nos objectifs, de découvrir vraiment d'autres gisements dans les années à venir. Donc c'est un gros avantage pour l'État. Également, ces gens, ils ne payaient pas les taxes, les redevances minières, telles que c'est une concession. On vous loue une superficie pour une période bien déterminée contre vraiment le paiement d'une redevance. Cela aussi ne se passait pas. Donc, il n'y avait pas d'intérêt vraiment pour que ces titres miniers restent dans les mains de ceux qui les détenaient. En tout cas, l'apport économique du secteur minier est remarquable. Oui. Ce secteur minier, à lui seul, représente près de 10% du PIB au Mali, 70% des recettes d'exportation et plus de 400 milliards de contributions aux recettes de l'État. Les avantages ne sont pas qu'économiques, il y a aussi des avantages au niveau environnemental. Monsieur Camara, côté environnement, qu'est-ce que nous gagnons en annulant ces contrats? Vous allez trouver que parmi les titres qui ont été annulés, les exploitations illicites qui étaient sur certaines concessions. Donc, en annulant ces concessions, donc, la société qui va prendre la concession donc, aura les moyens pour effectivement mener à bien les activités en bonne et due forme dans les règles de l'art. Parce que quand les activités ne sont pas menées dans les règles de l'art, donc ça amène vraiment une dégradation de l'environnement. Et là, il faudra pallier cet aspect qui ne fait que nuire effectivement à nos communautés riveraines de concessions minières. D'accord. Monsieur Guindo, à ce niveau, comment est-ce que vous coordonnez les activités avec le département de l'environnement pour la protection de l'environnement? Parce que le secteur minier, côté environnement, ça pose problème.
Effectivement, il y a le ministère de l'Environnement quand même qui est le département de tutelle concernant les études d'impact environnemental et le suivi environnemental. Mais par rapport à l'environnement minier, cela est présente une certaine spécificité. Et au niveau de la Direction nationale de la géologie et des mines, il y a une division environnement qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement. Autant le ministère de l'Environnement fait des suivis, cette division aussi au niveau de la DNGM fait vraiment des suivis réguliers par rapport au respect de l'environnement. Le Mali est l'un des pays où vraiment nous avons étendu les obligations environnementales depuis la phase de recherche. Cela n'existe pas dans tous les pays. Donc depuis la phase de recherche, il y a des dispositions, il y a des obligations environnementales qui doivent être respectées. Donc c'est un domaine qui est très bien suivi. Nous savons que l'environnement a une très grande importance pour les plus hautes autorités de ce pays. Donc nous tâchons vraiment d'avoir un suivi régulier par rapport à cela et en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement. C'est très important. Ouais. Alors, M. Cissé, quels sont les avantages juridiques et techniques de cette mesure d'annulation? Il y a cette nécessité de respecter les textes du Mali. En fait, qui parle d'annulation suppose également qu'il y a des textes qui sont violés. Donc ça amène cette garantie, cette protection juridique vis-à-vis de l'investissement minier. Le fait d'avoir annulé, ça suppose qu'il y a des procédures qui n'ont pas été respectées. Donc il faut respecter les textes du Mali. Pour moi, ensuite, le fait d'annuler, ça nous ramène dans le domaine de la loi. Ça, c'est d'abord un avantage juridique. Le deuxième avantage juridique, comme je l'avais évoqué, ça rassure aussi les investisseurs. C'est important aujourd'hui qu'on dise non, on ne donne pas les titres miniers à n'importe qui. Donc là, il faut qu'on donne à des gens capables, à des gens qui apportent les ressources humaines nécessaires, les ressources matérielles nécessaires, les ressources financières nécessaires. Côté technique, je l'avais également dit, ça assainit les secteurs. Et là, ça nous permet d'aller vers cette diversification, comme je l'ai dit. On a des permis de recherche de lithium annulés, des permis pour le faire annuler. Donc ça permet à l'État d'aller effectivement vers cette diversification. D'accord. Alors, nous allons donc parler de la suite réservée à toutes ces annulations. Maintenant, M. Guindo, quelle est la suite de ces annulations et quel sera le sort réservé vraiment au titre annulé? Qu'est-ce qui va se passer? Les permis annulés appartiendront, tombent dans le domaine public et deviennent propriété de l'État. Donc, comme l'État l'a attribué, c'est retourné maintenant à l'État. Donc, les sociétés minières ne peuvent plus rien revendiquer par rapport à ces titres annulés parce qu'elles n'ont pas pu remplir leurs obligations. Il n'y aura pas de marche arrière? Non, il n'y aura pas de marche arrière. D'ailleurs, on va continuer à assainir le cadastre et cela va amener encore d'autres annulations. Alors, est-ce que ces permis seront réattribués à d'autres sociétés? Oui, en fonction des demandes, on est en train de nettoyer le cadastre et de mettre en place un nouveau cadastre minier, d'actualiser vraiment, de mettre à niveau notre cadastre minier. Dès que ce système sera mis en place, je crois que la suspension sera levée, je crois que ces titres annulés pourront être attribués à des demandeurs qui ont vraiment, à des véritables investisseurs. D'accord, il faut un temps pour que la suspension soit levée aussi? On est en train de faire certaines activités. Le temps de faire certains réaménagements? De finaliser vraiment, il y a des trucs institutionnels, il y a des outils à mettre en place. Dès que tout sera fait prêt, je crois qu'il n'y a pas de problème. La suspension pourra être levée et ces titres pourront être attribués vraiment à des demandeurs qui ont la capacité financière et technique. D'accord. Monsieur Camara, ce sera les mêmes procédures après annulation pour la réouverture des sites? Il faudra dire que les titres qui ont été annulés
pour les centaines de titres de recherche, leur bat les records, les titres de recherche de leur bat les records. En ce qui concerne les autorisations d'exploitation des carrières, il y a la dolorite qui également bat les records parmi ces 21 titres annulés. Donc pour le moment, la suspension frappe toujours les nouvelles attributions. Maintenant, puisque c'est des jeunes qui sont des concessions qui sont tombées dans le domaine public, donc il va falloir maintenant attendre la levée de la suspension par rapport à de nouvelles attributions pour que effectivement ces concessions soient réattribuées à des gens capables techniquement et financièrement pour relever les défis du secteur que nous faisons pèse beaucoup dans l'économie de notre pays. Et ensuite, ça sera la réouverture. Voilà, ce serait la réouverture. À de nouvelles sociétés? À de nouvelles sociétés. Ouais, il faudra mettre l'accent aussi sur le fait que les concessions qui viennent d'être annulées appartiennent à des sociétés maliennes et à des sociétés internationales. Donc ce n'est pas seulement des sociétés qui appartenaient aux nationaux, mais alors c'est pêle-mêle sociétés nationales et sociétés internationales. Et ce sont des concessions qui ont été octroyées entre 2009 et 2022. Les 228 annulations de 2009 à 2022. Donc ces concessions qui viennent d'être annulées ont été octroyées durant cette période. D'accord. Monsieur Cissé, comment s'effectue la mise en place du nouveau cadastre? Je crois qu'il y a des efforts en cours aujourd'hui pour arriver à un nouveau cadastre plus performant, voilà, plus équitable en termes d'investissement et plus transparent. Ce travail de toilettage qui a été fait et qui a consisté à annuler un certain nombre de permis, d'abord est une première étape pour arriver à ce nouveau cadastre. Également, le communiqué de presse du ministre des Mines qui avait effectivement demandé un certain nombre de documents administratifs, c'était aussi pour effectivement reconstituer ce répertoire et cette base de données qui, on espère bien, nous permettra d'aller vers un cadastre performant, un cadastre apte à donner un nouveau souffle au secteur en termes de gouvernance et même de transparence en fait. Tout à fait. Oui. D'accord. Alors, M. Guindou, ce processus qui a déjà commencé, comment il va se concrétiser par rapport au nouveau cadastre? Il y a des efforts qui sont en cours. Le cadastre étant vraiment l'outil de gestion des titres miniers, nous sommes en train de travailler sur quel système d'exploitation nous pourrons mettre sur place quand même pour nous faciliter la gestion de ces titres miniers. On dispose de cadastre. On avait avec la GIZ, nous avons mis en place un système cadastral, mais qui était beaucoup plus orienté vers la gestion financière, c'est-à-dire quel revenu les titres miniers généraient, plutôt vraiment que l'option cartographique. Donc, nous voulons aujourd'hui mettre les deux ensemble, c'est-à-dire mettre un système d'exploitation, de gestion des titres miniers qui nous permettra vraiment de gérer les titres miniers, quel nombre de titres miniers nous avons, ces titres miniers appartiennent à quelle société, quelles sont les périodes de renouvellement, avoir toutes les informations et si ces détenteurs sont à jour par rapport à leurs obligations contractuelles. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour mettre en place un tel type de cadastre. Les actions vraiment avancent très bien et je crois que dans très peu de temps, on aura vraiment ce cadastre et qui facilitera vraiment la gestion de ces titres miniers. Un autre combat, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exploitation illégale de ce secteur aujourd'hui. Quelles sont les mesures mises en œuvre pour cela? Le Code minier prévoit également la création d'une brigade spéciale des mines. Cette brigade spéciale qui sera dirigée par un officier de l'armée, en tout cas un officier de police judiciaire. Le dossier est très très bien avancé. Nous avons nous avons commencé les réunions de validation. Donc,
après la mise en place de cette structure, je pense bien qu'on aura quand même un outil de lutte contre cette exploitation illégale. D'accord, M. Camara, l'exploitation illégale, on peut lutter contre ça comment, efficacement? C'est avec une brigade qu'on pourrait vraiment mettre fin à ces pratiques qui effectivement perdurent dans le secteur minier. Parce qu'au niveau de la Direction nationale de la géologie et des mines, nous avons des missions de suivi et de contrôle, mais qui n'étaient pas aussi fréquentes sur le terrain. Et avec l'appui du conseiller, je vais dire du haut fonctionnaire de défense près du ministère des Mines, nous avons pu quand même mettre la main sur beaucoup de ces cas qui perduraient dans les secteurs de Kinyeba, de Yapouila et autres. Donc ceci a quand même pu nous permettre de freiner un peu cette activité qui effectivement gênait les détenteurs de titres les vrais détenteurs de titres. Hein. Ok, on va finir sur les perspectives maintenant. Et je vais commencer par M. Cissé. Dites-nous, en termes de perspectives, quelles sont les grandes réformes en vue, vous qui êtes de l'ITIE? La réforme est toujours en cours. Après l'audit, on a vu cette réforme minière qui a abouti à l'adoption du code de 2023 et de la loi sur le contenu local, assorti aussi du décret d'application. Au plan institutionnel, je crois qu'on est à pied d'œuvre également pour la réforme de la DNGM. Peut-être d'autres structures aussi connaîtront une réforme. Pour moi, la réforme, elle est en cours. Il y a eu des étapes. Comme je l'ai dit, avec le code de 2023, la loi sur le contenu local, on a vu aussi les décrets d'application qui donnent plus de détails par rapport à comment appliquer ce code-là. Et au plan institutionnel, il faut réformer aussi la DNGM. Et je crois qu'il y a des efforts en cours aujourd'hui pour aboutir à cette réforme. Au niveau du secteur artisanal, en plus de la brigade spéciale, je crois que le code prévoit également la création d'une structure chargée de l'encadrement du secteur artisanal, parce que c'est là qu'on voit vraiment de l'anarchie dans l'exploitation. C'est surtout fréquent au niveau du secteur artisanal, au Mali qu'on appelle orpaillage. Là, je crois qu'il y a des réformes qui sont en cours pour mieux maîtriser ce secteur-là, mieux le normaliser et mieux l'encadrer. Peut-être on pourra aussi s'inspirer des bonnes pratiques ailleurs par rapport même au cadastre. On voit dans certains pays, il y a des directions ou bien en tout cas des structures exclusivement dédiées à la gestion du cadastre. Soit c'est des directions, soit c'est des agences. Peut-être le Mali, peut-être le Mali aussi pourra s'inspirer de ces bonnes pratiques. Pour aller vers ça aussi. Ouais, pour aller vers une entité complètement différente, qui se charge uniquement chargé de cela. De la gestion des titres miniers, donc de la gestion du cadastre minier. D'accord. On peut s'attendre à d'autres réformes, M. Camara? Pour le moment, les réformes qui sont en cours, c'est effectivement la réforme de la Direction nationale de la géologie et des mines qui sera érigée en Direction générale de la géologie et des mines. Donc pour le moment, la Direction générale du cadastre minier est également sur la table, mais nous verrons par la suite qu'est-ce qui va être arrêté définitivement par rapport à ces deux réformes. D'accord. Alors, M. Guindo, vous allez boucler ce débat. Quel tableau pourrait présenter le secteur minier dans les années à venir? Dans les années à venir, comme vous le savez, depuis le début de 2022, nous avons commencé une réforme profonde du secteur. Comme forte recommandation, l'audit, la lecture du code minier, l'audit du secteur, tous ont convergé vraiment vers mettre l'accent sur la bonne gouvernance du secteur. Du fait que les plus hautes autorités du Mali fondent beaucoup d'espoir sur le secteur minier. Parce que ce secteur est considéré comme
c'est ce secteur qui doit impulser le développement économique du Mali. D'autres pays l'ont réussi, pourquoi pas nous? Donc, nous voulons mettre quand même l'accent sur la bonne gouvernance, une gouvernance vertueuse pour maximiser les revenus de l'État. Cela passe forcément vraiment par certaines actions qui ont déjà commencé. Il y a eu la réforme du cadre législatif. Nous sommes sur la réforme institutionnelle concernant la Direction nationale de la géologie et des mines, mettre en place un cadastre performant. Et également, cela va continuer par quand même la création, l'opérationnalisation de la brigade spéciale des mines, la mise en place d'un organe d'encadrement de l'activité minière artisanale et la création d'un comptoir d'achat national. Donc tout cela mis ensemble permettra quand même d'avoir une bonne gouvernance du secteur et d'augmenter les revenus de l'État. Là, il faut le reconnaître que la gouvernance a manqué vraiment à un certain moment. La gouvernance de ce secteur a manqué. Cela a amené l'exploitation illégale, les statistiques vraiment d'exploitation artisanale qui ne sont pas connues. Donc, nous voulons changer vraiment, inverser les choses maintenant. Avoir des informations sur tous les pans de l'activité minière. Avoir un meilleur suivi, un meilleur contrôle. Donc, sinon, le secteur minier malien a de très bonnes perspectives devant elle. Il y a des projets avancés qui existent par rapport à l'or et nous avons la chance également d'aller vers d'autres substances telles que le lithium, telles que le manganèse. Il y a des projets qui avancent par rapport à ces substances aussi. D'accord, merci beaucoup. Merci madame. Merci à vous tous d'être passés sur ce plateau pour ces éclairages. Merci. Donc ce sont sur ces messages d'espoir que se referme ce numéro de questions d'actualité qui était donc consacré au secteur minier, précisément à la mesure d'annulation des titres miniers, 121 au total. Nos invités étaient Lassana Guindo, conseiller technique chargé des mines au ministère des Mines, Mahamadou Kamara, chef de la division géologie de la Direction nationale de la géologie et des mines, et Bourema Sissé, secrétaire permanent par intérim de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Ce débat a été réalisé par Jakari Diakone Jaki. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur nos antennes.